Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En plus de 10 ans d'enseignement du FLE en contexte universitaire italien, on a souvent eu l'occasion de constater combien le fait de proposer en classe des documents élaborés hors de l'Hexagone suscite des réactions contrastées. En effet, au-delà d'une sincère curiosité initiale, une certaine perplexité ne tarde pas à poindre dès lors que les caractéristiques diatopiques ne se limitent pas à quelques éléments lexicaux et s'étendent notamment à la prosodie et au phonologique. Disponibles pour découvrir les différentes réalités sociales et culturelles de la francophonie, les apprenants montrent ainsi un enthousiasme plus tiède vis-à-vis des manifestations linguistiques de ces mêmes réalités. Pourtant, l'exploitation en classe de tout type de documents oraux, dans lesquels la langue utilisée n'est pas celle d'un français hexagonal relativement neutre, a ses avantages en ce qu'elle se révèle être un excellent déclencheur pour l'émergence des représentations des apprenants. Il n'est pas rare en effet, de se retrouver face à des discours puristes revendiquant l'apprentissage d'un bon français, c'est-à-dire d'un français de France épuré de toute marque diatopique, allant parfois jusqu'à remettre en cause la légitimité des choix didactiques de l'enseignant. Ces attitudes nous ont toujours surpris dans la mesure où la langue italienne, langue de première socialisation de la majorité de nos apprenants, est elle-même très riche du point de vue diatopique, ce qui aurait pu a priori permettre de doter ceux-ci d'une sensibilité particulière à l'égard de cet aspect de la langue. Elle nous interroge également sur leur formation en amont, c'est-à-dire sur les discours tenus par leurs enseignants de FLE dans les scuole medie et superiori qu'ils ont fréquentés. Une brève recherche précédemment conduite entre Montréal et la ville de Québec nous avait permis d'observer que les Québécois avaient généralisé, au cours des années 2000, l'emploi d'une langue ouverte aux usages endogènes socialement valorisés dans la didactique du français langue seconde, à destination des anglophones et des nouveaux migrants, dans le cadre d'une approche explicitement sociolinguistique de la langue et de la des normes S, Merlot 2011. Pourtant, plusieurs questions restaient en suspens. Au-delà de l'exemple québécois, que faire par exemple de la diatopie en général avec une classe d'apprenants italiens? Que répondre à ces apprenants lorsque ceux-ci déclarent vouloir se dédier exclusivement au bon français, aux Français de France, voire aux Français parisiens? Et à plus forte raison, que répondre à des collègues défendant le même raisonnement? Bien que les considérations sur la didactique de la langue étrangère soient bien présentes tout au long de ce travail, ce sont les enseignants qui nous intéressent en premier lieu. Tout d'abord, on sait que l'école joue un rôle fondamental dans l'élaboration d'un standard comme norme de référence à travers le processus d'unification du marché scolaire. Bourdieu 2001 sur 75-76, dont les enseignants sont à la fois acteurs et diffuseurs privilégiés. Ensuite, ces mêmes enseignants sont désormais, depuis au moins 3 décennies, utilisateurs de méthodes communicatives et actionnelles, qui privilégient, du moins en apparence, une approche non plus exclusivement prescriptive mais également descriptive par observation des usages langagiers réels. Enfin, on a souvent constaté en classe que nos étudiants italiens de FLE tentent à produire des discours puristes vis-à-vis du français et de la langue en général, malgré leur appartenance à un contexte sociolinguistique caractérisé par l'omniprésence de la variation diatopique dans l'ensemble des usages quotidiens encore aujourd'hui, Sobrero 2005 sur 210. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, et du fait que la variation diatopique occupe une place différente dans les pratiques langagières des locuteurs du français et de l'italien, on s'est demandé si l'appartenance des enseignants à un contexte sociolinguistique donné était susceptible d'influencer leur perception de la langue cible enseignée, et de la langue en général. Si la diatopie représente, en quelque sorte, le fil conducteur permettant de lier l'ensemble de notre réflexion, ce travail est avant tout une recherche sur les représentations, en ce qu'elles sont une vision fonctionnelle du monde, pourvoyeuse de sens et permettant à l'individu et au groupe social de comprendre la réalité, Abric 2011a, 17. S'agissant de représentation d'enseignants, on a procédé simultanément à une double collecte d'informations. Ce sont d'un côté les traces de l'idéologie linguistique promue par l'école que l'on a tenté de relever dans les jugements et les opinions recueillies, de l'autre ce sont les habitudes didactiques que l'on a essayé de recenser à travers les comportements déclarés. L'enquête a été conçue pour soumettre un même questionnaire à des enseignants issus de 2 contextes sociolinguistiques caractérisés chacun par un rapport particulier à la diatopie,
afin de pouvoir croiser les données recueillies et attester, ou réfuter, l'idée d'une influence des contextes d'origine et ou d'appartenance sur les représentations linguistiques. On s'est finalement concentré sur les professeurs de lycée enseignant le FLE en Italie et dans le canton du Tessin, et sur leurs homologues enseignants d'italien langue étrangère en Belgique francophone, France et Suisse romande. C'est d'ailleurs à partir de ce choix des terrains d'enquête que l'on est parti pour construire le cadre théorique de notre réflexion, cadre que l'on a choisi de reproduire dans les 3 premiers chapitres de manière synthétique, afin de permettre au lecteur de mieux appréhender à la fois les choix méthodologiques et les résultats de l'enquête illustrés dans la seconde partie de l'ouvrage. Tout d'abord, évoquer les contextes sociolinguistiques et le rapport qu'entretiennent les locuteurs à l'égard de la variation diatopique revient en fait à s'interroger sur la notion de communauté linguistique, non pas tant comme communauté d'usage partagée par l'ensemble des membres, mais comme communauté de normes déterminant une perception commune de ces usages et de leur hiérarchisation, la BOF 1972b. Dans un premier chapitre, on a donc tenté de faire état de la réflexion théorique autour de la notion de communauté linguistique, ce qui nous a ensuite permis de mieux décrire le rapport qu'entretiennent l'italien et le français avec la diatopie, aussi bien à l'intérieur des frontières nationales de leur état d'origine qu'au dehors, et de décrire dans une perspective sociolinguistique le rapport que les locuteurs ont avec la langue. Cependant, interpeller les locuteurs, leur donner la parole, contraint à réfléchir sur le choix des termes permettant de définir la nature des données récoltées. Opinion, attitude, représentation, imaginaire, stéréotype. On s'est d'abord attardé dans notre second chapitre à dessiner un cadre théorique entourant ces concepts, pour mieux décrire ensuite ce qu'est l'idéologie linguistique et quelles en sont les manifestations les plus visibles, notamment dans les discours ayant la langue pour objet. Un troisième chapitre, enfin, conclut la partie strictement théorique, dans lequel on a tenté de faire le point sur la notion de variation en didactique des langues étrangères, en confrontant logique pédagogique et perspective linguistique, puis sur la réflexion en FLE et en IL par rapport à l'emploi des variations sociolinguistiques, au premier rang desquelles la diatopie. Ensuite, la seconde partie de notre travail s'ouvre, avec le 4e chapitre, sur l'exposition détaillée de la problématique et sur le choix de la technique d'enquête finalement retenue. Cette dernière a été largement influencée par des contraintes d'ordre pragmatique, dans la mesure où enquêter sur plusieurs pays simultanément nous a conduit à privilégier la diffusion d'un questionnaire en ligne, de maniement plus aisé que les entretiens semi-dirigés initialement pris en considération. Suivent dans le chapitre 5 des précisions relatives à la conception et réalisation du questionnaire, notamment pour justifier la décision de combiner questions fermées destinées à la récolte de jugements évaluatifs ou classificatoires, Bretonnier 2010/157, et questions ouvertes pour le recueil d'opinions. L'avantage que le choix des items pour chaque question, c'est bien sur la volonté de procéder au croisement de plusieurs types de données, dans une perspective pluriméthodologique au sens d'ABRIC 2011b, que l'on a focalisé ici notre attention. Le dernier chapitre, enfin, est dédié à l'analyse des données recueillies, en traitant des comportements déclarés des enseignants, principalement du point de vue didactique, et des opinions exprimées, aussi bien dans les questions fermées que dans les 2 questions ouvertes proposées, ouvrant ainsi la voie à l'observation des représentations. Pour ne pas alourdir ce travail, on a fait le choix de limiter les tableaux et graphiques aux seuls aspects réellement utiles à l'illustration des résultats obtenus. De la même manière, afin de ne pas alourdir le poids de cet ouvrage, une plateforme en ligne a été créée, http://diatopic.blog.fr. L'avantage est de permettre une consultation plus aisée et le téléchargement du questionnaire dans sa double version en italien et en français, version en PDF, et de l'ensemble des données brutes recueillies, fichiers XLS et PDF, ont pris les lecteurs de bien vouloir s'y référer pour en prendre connaissance. Les conclusions reprennent les principales observations et interprétations faites tout au long de ce travail, en se focalisant à la fois sur la nature dynamique des représentations et sur l'idéologie dont elles témoignent, tout en s'insérant dans une réflexion plus globale sur le rapport de tout enseignant à la langue. Chapitre 1 Langue, variation et diatopie. La langue. Je plonge la tête la première dans cette mer de son familier. Un air connu qu'on fredonne aisément, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la chanson.
Bousculade de mots, de rythme dans ma tête. Je nage sans effort. La parole liquide. Je ne cherche pas à comprendre. Mon esprit se repose enfin. On dirait que les mots ont été mâchés avant qu'on me les serve. Aucun os, les gestes, les sons, les rythmes, tout ça fait partie de ma chair. Le silence aussi. Je suis chez moi, c'est-à-dire dans ma langue. Dès la Ferrière, pays sans chapeau. 1.1. La communauté linguistique. Dans le passage rapporté ci-dessus, Dany Laferrière évoque, au moment de son retour à Port-au-Prince au terme de plus de 20 ans d'exil, la relation affective qu'il entretient avec la langue qu'il y retrouve. Cette relation nous est décrite avant tout sous forme de sensations traduisant bien une perception intime, sa propre langue comme un chez-soi. Mais il y a également dans la démarche de l'écrivain haïtien une manière de poser un regard que l'on pourrait aussi revendiquer dans ce travail, et qui consiste à interroger la langue pour mieux ensuite se tourner vers celui qui la vit, l'entend, la parle. Ainsi, et c'est également ce que suggère le titre de ce travail, vouloir aborder la perception qu'une catégorie d'individus, ici les enseignants, nourrit à l'égard de la langue signifie focaliser notre attention sur le locuteur, être de parole, dans sa double dimension individuelle et collective. En effet, les êtres humains sont par nature des êtres sociaux et quelle que soit l'organisation sociale qu'ils se choisissent, la langue constitue l'un des ciments de cette organisation. Parce que chez l'humain tout est langage au point que la capacité linguistique soit une des caractéristiques définitoires principales de l'humanité, parce que chez l'humain tout ou presque est social ou culturel, tout chez l'humain est sociolinguistique, Blanchet 2013/94. Ainsi, dans la mesure où les individus s'organisent pour vivre ensemble, c'est-à-dire en communauté, c'est la langue dans et pour sa dimension sociale que l'on a choisi d'appréhender ici. 1.1. Locuteur réel versus locuteur idéal. L'emploi du terme communauté, qui se rend immédiatement nécessaire dès lors que l'on entend décrire des faits sociaux en relation avec la langue, ou vice-versa des faits linguistiques en relation avec le social, n'est toutefois pas neutre. Ainsi, on pourra noter par exemple que la langue étrangère n'est justement étrangère que parce que le locuteur conçoit celle-ci comme distante de lui-même, dans le cadre d'un rapport de non-appartenance à sa propre communauté. Qu'il s'agisse d'une communauté de francophones ou d'italophones, la communauté se présente ici dans une perspective avant tout géographique. De même que l'on reste par définition dans cette même perspective spatiale, si l'on prend en considération le rapport à la diatopie de chacune de ces deux communautés. Confronter les attitudes linguistiques de deux populations distinctes en opposant d'un côté les francophones belges, français et suisses, et de l'autre les italophones, les Italiens et leurs voisins du canton du Tessin en Suisse, ne revient toutefois pas à voir pour autant ces deux groupes comme étant l'un et l'autre parfaitement homogènes. La variabilité des deux contextes, francophone et italophone, autorise à considérer non pas deux communautés, mais plutôt deux macro-communautés fragmentées du point de vue spatial, en plusieurs diasystèmes fonctionnels et diverses normes endogènes, dont on peut se représenter la fragmentation comme un continuum de pratiques variant au fil des lieux plutôt que comme une mosaïque de variétés parfaitement délimitées les unes par rapport aux autres. Pourtant, le fait d'évoquer une sous-catégorie précise de la population, en l'occurrence des enseignants de langue étrangère en lycée ou établissement équivalent, nous rappelle combien une communauté quelle qu'elle soit est avant tout une communauté sociale dont les membres partagent un certain nombre de représentations et de pratiques et dans le cas des enseignants, de représentations de leurs propres pratiques. Par conséquent, les regards croisés des deux populations enseignantes, francophones et italophones, seront analysés en tenant compte à la fois du niveau macro et de celui plus régional ou local, des diasystèmes précédemment évoqués pris dans leur double dimension spatiale et sociale. Ces prémices expliquent pourquoi, dans cette optique, les définitions visant à fixer la relation entre la communauté et la langue proposées par Bloomfield ou Chomsky nous semblent peu adaptées à notre perspective. Le premier parce que, bien que précurseur pour reconnaître dans la communauté linguistique une forme d'organisation sociale, il réduit celle-ci à une communauté fondée sur un usage moyen et sur l'intercompréhension mutuelle. Bloomfield 1933/44-48. Le second a plus forte raison, car chez Chomsky la communauté linguistique est vue comme un ensemble homogène dont tous les membres partageraient un même et unique répertoire,
instituant de fait un locuteur idéal, voire prototypique, qui ne serait pas affecté par des conditions grammaticalement non pertinentes telles que limitation de mémoire, distraction, déplacement d'intérêt ou d'attention, erreur, Chomsky 1971/12. Ce qui fait défaut dans ces deux points de vue est donc l'absence de prise en compte du locuteur réel, à la fois membre d'un groupe, mais aussi individu ayant des pratiques et des attitudes langagières propres, comme s'il était fait impasse de la diversité des locuteurs et par là, de la dimension sociale de la communauté et de la langue. 1.1.2. La communauté sociale sous son aspect linguistique. On sait que Saussure avait déjà intuitivement reconnu l'importance des aspects sociaux, mais uniquement en tant que facteurs externes n'ayant aucune faculté de changer le système à un degré quelconque, 1916/42-43. Dans l'hypothèse sociolinguistique, l'espace social est aussi un lieu de structuration linguistique au sein duquel langue, normes et variations linguistiques sont non seulement en partage, mais également structurées, alors qu'à l'origine, pour la linguistique, même S', il était reconnu un caractère social de la langue. Ce social était par nature extralinguistique et ne participait pas à la structuration interne de la langue qui constitue un système autonome de relations formelles, Bretonnier 2010/107. Il est vrai que dans la vision saussurienne, le locuteur reste une présence plutôt en retrait et relativement abstraite, puisque la langue n'existe parfaitement que dans la masse. La langue n'est pas une fonction du sujet parlant, elle est le produit que l'individu enregistre passivement, Saussure 1916/30. Plus tard, on retrouve chez Chomsky et les générativistes une manière d'appréhender le problème davantage encore focalisée sur la langue, puisque chez eux toute dimension sociale semble avoir été sciemment évacuée, Chomsky 1969b, 24. Ce qui intéresse, ce n'est pas de travailler sur les énoncés produits, mais d'aller vers la structure syntaxique de la langue pour tenter de caractériser de la manière la plus neutre la connaissance de la langue qui fournit la base à la mise en acte effective du langage par le locuteur-auditeur, Chomsky 1971/19. De ce fait, le locuteur n'est pratiquement pas interpellé, et lorsque cela est le cas, il l'est uniquement en tant qu'utilisateur mature idéal, Chomsky 1969a, 103-105, doté d'un répertoire homogène, complet et immuable. Cette conceptualisation abstraite du locuteur porte ainsi à ne prendre en considération que l'individu adulte ayant appris à parler et à comprendre la langue, l'enfant étant volontairement omis de l'approche chomskyenne, car représentant un problème insurmontable, incompréhensible, du fait qu'il ne connaîtrait pas encore parfaitement la langue. Bien évidemment, la pensée chomskyenne a évolué dans le temps, mais il existe bien une continuité conceptuelle entre la succession des différents modèles qui la constituent, comme Bucks et Ornstein 2007, l'ont démontré, de la phase initiale où le but du grammairien est de trouver un ensemble de règles, une grammaire, qui engendrera toutes les phrases bien formées et aucune des phrases mal formées, ibidem. 62, au programme minimaliste qui fait l'hypothèse que le système computationnel, syntaxe centrale du langage humain est une solution optimale à la tâche essentielle du langage. Relier les sons et les significations, ibidem. 72. Cette linguistique générative maintient le locuteur et la dimension sociale afférente en marge de ses préoccupations. C'est le motif pour lequel on considère l'observation d'Ancrevet, 1977/6, toujours d'actualité. Chez Chomsky, la notion de masse parlante est aussi résolument absente que celle de nature sociale de la langue. Dans sa conception, la langue c'est la compétence individuelle intériorisée du sujet parlant, le fameux locuteur-auditeur idéal appartenant à une communauté linguistique complètement homogène. La langue chomskyenne est par définition monolectale, idiolectale. En fait, comme le note par la suite Milroy et Milroy 1985/119, le répertoire de toute personne ou communauté normale n'est jamais limité à un seul code ou variété, to an unchanging monotony which would preclude the possibility of indicating respect, insolence, mock seriousness, rôle distance, etc., by switching from one variety to another. Ce que contestaient déjà en leur temps aussi bien Ancrevet que Milroy et Sperluette. Milroy est donc bien une vision dans laquelle l'individu est réduit à n'être qu'un utilisateur de la langue détaché de son contexte social d'appartenance, locuteur et langue étant indissociables. On peut lire dans ce refus d'opposer les faits de langue aux différentes dimensions sociales au sein desquelles ils sont générés,
une sorte d'affirmation de la sociolinguistique. De façon assez curieuse, cette mise à l'écart du social de la part de la linguistique, qui relève de la volonté de bâtir un objet d'étude, la langue exclusivement focalisée sur lui-même, avec la conséquence d'offrir un modèle de langue éloigné de L'. L'hétérogénéité constatable des pratiques langagières ne vient pas seulement des linguistes structuralistes, mais peut également provenir des sciences sociales. Au début des années 1990, Achard, 1993/17, en opposant la linguistique à la sociologie du langage, réduit la première à un simple inventaire des procédés et des opérations systématiques sur des formes, mais aussi graphiques ou gestuelles, susceptibles de produire du sens. Dès lors qu'il s'agit de concevoir la langue en termes de diversité ou de mise en œuvre de discours, des deux côtés, la sociologie reprend ses droits. On opposera à cela la vision à grand angle de Calvet, 1993/85, à laquelle on adhère, qui suggère que l'objet d'étude de la linguistique n'est pas seulement la langue ou les langues, mais la communauté sociale sous son aspect linguistique. Raisonnant de la sorte à partir de la langue, Calvet rejoint des conclusions dont Bourdieu s'était déjà rapproché dans ses critiques aux linguistes qui ignorent les relations sociales. En effet, aussi longtemps qu'ils ignorent la limite qui est constitutive de leur science, les linguistes n'ont d'autre choix que de chercher désespérément dans la langue ce qui est inscrit dans les relations sociales où elle fonctionne, ou de faire de la sociologie sans le savoir, c'est-à-dire avec le danger de découvrir dans la grammaire même ce que la sociologie spontanée du linguiste y a inconsciemment importé. Bourdieu 2001/60. 1.1.3. La communauté linguistique comme communauté de normes. Venons-en maintenant à la notion de diatopie, centrale pour notre réflexion. On notera que si l'évocation du concept renvoie automatiquement à la langue, le locuteur n'est là encore pas loin. En effet, parler de diatopie revient à se placer au sein d'une approche variationnelle de la langue, comme l'a synthétisé Gadet 2007a, 13. Il n'est pas de langue que ces locuteurs ne manient sous des formes différentes. La réalité des pratiques des locuteurs, comme de leurs évaluations sur les façons de parler, atteste de différences, d'inégalités, de jugements de valeur et de discrimination. Les façons de parler se diversifient selon le temps, l'espace, les caractéristiques sociales des locuteurs et les activités qu'ils pratiquent. Tout en reconnaissant d'emblée l'ensemble de ces derniers facteurs, diachronie, diatopie, diastracie et diaphasie, Laboff, 1972b. 251-252, 1972a, 344 se concentre presque exclusivement sur les facteurs sociaux pour expliquer l'évolution linguistique et plusieurs autres notions sociolinguistiques, alors qu'il ne semble guère montrer des apostrophes. Intérêt pour la variation de la langue du point de vue géographique. À l'opposé, la dialectologie envisage d'abord la langue sur son axe spatial, sans pour autant ignorer que cet axe-là se croise avec d'autres déterminismes. Par exemple, à partir des enquêtes de Gilieron à l'orée du XX siècle et des travaux de Benvenuto Terracini ensuite, la dialectologie a rapidement intériorisé l'importance des facteurs sociaux à l'intérieur de son cadre conceptuel. Le diatopique suggère une organisation spatiale, et conséquemment une territorialisation de la langue. Or, si Chambers et Trudgill, 1995/104-105, 118-123, ont bien relu le concept de frontière dialectale en termes des apostrophes. Père de transition, Canu 2001, a plus récemment montré combien le locuteur, et par conséquent à travers lui le social, a une influence fondamentale, par le fait même de nommer une langue ou un dialecte, dans la création et la construction de frontières linguistiques. Dans cette optique, si l'on envisage l'appartenance du locuteur à une communauté qui est à la fois sociale et linguistique, de quelle communauté parle-t-on ? Citons ce bref passage tiré du roman Papyr de France Daigle, 2002. La scène se passe à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Peu à peu, télécommande à la main, Terry laissait défiler de plus en plus longtemps devant ses yeux les émissions de la chaîne TV5. Un soir, il y fut question des rivières de France. C'est weird pareil les noms de leurs rivières. La Somme, la Creuse, la Garonne, la Loire. On dirait quasiment qu'ils parlent une autre langue. Loire. La Loire ? Ben là, c'est pas si diffère que ça. C'est presque pareil comme gloire. Oui, ben c'est pas un mot qu'on dit si souvent que ça par ici. Gloire. Le monde dit plus gloire. Je sais pas à cause.
Les dialogues posent sans confusion possible les personnages au sein de la communauté francophone. Parallèlement, certains éléments, notamment l'habillage orthographique opéré pour mettre en évidence la prononciation, placent ces mêmes personnages dans la communauté acadienne de langue française. On est donc face à une double allégeance des locuteurs qui appartiennent à deux communautés ici non pas distinctes mais superposées. Il est clair que la conception évoquée précédemment qui voit la communauté linguistique comme un ensemble homogène, et dont tous les membres partageraient un même et unique répertoire linguistique, fait l'impasse sur la dimension sociale liée non seulement aux différentes situations dans lesquelles se développe la communication entre les membres de la communauté, mais également à la perception, aux opinions ou encore aux représentations que ces mêmes membres se forgent des usages langagiers. L'extrait du roman cité ci-dessus illustre bien cet aspect, puisque le parricide représente bien la communauté de référence par opposition aux Français qui parlons une autre langue. Alors même que tous, Acadiens et Français, font partie d'une même communauté francophone. De fait, cet extrait synthétise l'un des nœuds gordiens posés par le concept de communauté linguistique dans son rapport à l'espace. Il semble effectivement difficile d'évoquer une seule communauté francophone qui aurait sensiblement les mêmes usages et les mêmes attitudes langagières, tant en dehors de l'hexagone qu'à l'intérieur même des frontières, puisque même si la langue est fortement uniformisée en France, il persiste un certain nombre de différences, notamment dans une opposition nord-sud et en particulier sur le plan phonique, Gadet 2007a, 70 à 71. Mais une communauté de langue entendue comme communauté homogène de pratique serait encore davantage difficile à concevoir dans le cas de l'italien. Verruto, 1987/29. En reprenant un concept initialement exploité dans les études sur le créole et par la suite à la description des Français d'Afrique, Maurer 1996/875-876, a bien illustré combien l'espace linguistique péninsulaire forme un continuum multidimensionnel où l'italiano standard littéraire, écrit, et l'italiano néo-standard formel régional, oral, font face tous deux aux dialectes et langues régionales, la diatopie faisant office de toile de fond du panorama linguistique de la péninsule. En réalité, encore aujourd'hui, non esiste un unico repertorio linguistico panitaliano, valido per tutti gli italiani, Sobrero 2008/4. Ainsi, tout en adhérant à la vision de Gompers 1972/275, pour qui la communauté linguistique est avant tout une communauté communicative ou speech community, c'est-à-dire un champ d'action mêlant comportement linguistique et nature sociale de la communication et dans lequel la distribution des variantes linguistiques est le reflet d'interactions et de faits sociaux, nous considérons dans ce travail la communauté linguistique comme étant un groupe qui partage les mêmes normes quant à la langue, la BOF 1976/228. La communauté linguistique se définit moins par un accord explicite quant à l'emploi des éléments du langage, que par une participation conjointe à un ensemble de normes ibidem. 187. Plus qu'une communauté de langue ou qu'une communauté de pratique, la communauté est un espace, réel ou virtuel, où les locuteurs, par référence à des normes communes, ont en partage un ensemble d'attitudes sociales envers les différents usages et leur hiérarchisation. Les pratiques des locuteurs sont des pratiques hétérogènes par définition, où tous les locuteurs ne maîtrisent pas le même répertoire. Ces pratiques sont liées au rôle de chaque locuteur dans la société, ainsi qu'aux connaissances et compétences inhérentes à ce rôle, IM 1991/41, et l'étude des comportements langagiers se doit de prendre en compte la pluralité des codes ou des variétés des codes employés régulièrement dans le cours de toute interaction socialement significative à l'intérieur d'un même groupe. D'ailleurs, IM 1991/42 rappelle bien que la communauté linguistique n'est pas une reproduction de l'uniformité, mais une organisation de la diversité. Simplement, les variétés s'articulent en une stratification sociolinguistique soumise à un modèle normatif dominant, reconnu par tous comme variété de référence et fondant la cohésion de la communauté. Bretonnier 2010/109. Quant aux répertoires individuels, c'est également en termes d'hétérogénéité ou de pluralité que ceux-ci doivent se concevoir, Marcellesi 2003/59-60,
cet aspect étant essentiel pour expliquer les positionnements des locuteurs quant aux différentes communautés linguistiques réelles et ou imaginées pour lesquelles ils revendiquent leur appartenance, et pour réaffirmer, on revient au concept de diatopie, la position centrale Q'. ont les individus et leurs pratiques dans la relation entre langage et espace. Ozano et Trimaï 2017 sur 359-360. On ajoutera pour conclure que cette conception de la communauté linguistique comme organisation de la diversité permet également de réaffirmer que l'hétérogénéité des pratiques langagières est l'une des caractéristiques constitutives de la langue. C'est le motif pour lequel, s'il est d'usage en sociolinguistique de recourir à la notion de variation, on a choisi d'adjoindre à ce terme l'emploi du concept de variabilité. Cette seconde dénomination nous semble en effet plus précise, chaque fois qu'il s'agit de sous-entendre la variabilité, comme inhérente à la nature même de la langue, par rapport à la variation, plus générique de ce point de vue car renvoyant davantage à un état de fait qu'à un processus dynamique. 1.2. La variation géographique dans le panorama linguistique italien. L'observation du panorama linguistique dans la péninsule, auquel on vient de faire allusion dans le paragraphe précédent, semble d'une certaine manière illustrer parfaitement la définition de la communauté linguistique dans les termes évoqués supra. En effet, la communauté linguistique est tout d'abord un espace ici réel, à l'échelle de la nation, puisqu'on constate une nette correspondance entre les frontières politiques de l'État italien et l'aire d'extension de la langue italienne, mis à part le canton du Tessin, les communautés des Grisons en Suisse et les communautés émigrées éparpillées de par le monde. Ensuite, la communauté étant caractérisée davantage par le partage d'attitudes envers les usages de la langue que par celui d'un répertoire unique et ou uniforme, il devient possible d'envisager la notion même de répertoire dans une dimension plurielle. La langue italienne, associant l'omniprésence du diatopique avec la coprésence persistante des dialectes 4 et langues régionales dans les usages langagiers, on verra comment c'est rendu nécessaire l'apostrophe. Emploie ici de la notion non pas de communauté linguistique italienne, mais bien de macro-communauté. Cela afin de mieux rendre compte d'un côté de la fragmentation attestée des usages du point de vue géographique, et de l'autre de l'existence d'un continuum de pratiques langagières ainsi que d'attitudes et d'évaluation vis-à-vis de ces mêmes pratiques. 1.2.1. De l'unita politique à l'unité linguistique. Il est vrai qu'en tant qu'entité politique autonome et unifiée, l'Italie s'est formée plus tardivement qu'ailleurs sur le continent européen, et qu'à l'origine, la presque totalité de la population est exclusivement dialectophone. La connaissance, active comme passive, de l'italien n'est le fait que d'une minorité. Lors de l'unité, la langue du nouvel État se superpose partout à des systèmes autonomes complets de dialectes pouvant remplir l'ensemble des fonctions sociales de la langue. Marcellesi 2003 sur 70-71. La majorité de la population ne connaît pas la langue italienne, les estimations du nombre d'italophones oscillant entre 2,5% et un peu moins de 10% de la population totale. Il faut dire que la langue italienne, apparentée au toscan, a été forgée sur une langue en prévalence littéraire, et que sa norme s'est stabilisée très tard puisqu'à la fin du XIXe siècle, les grammaires laissent encore persister un certain nombre de doutes et une grande instabilité autour de l'usage des accents, des apostrophes ou encore des doubles consonnes, Loduca 2003 sur 128-129. C'est pourtant sur cette langue littéraire que va s'appuyer l'école pour diffuser la langue nationale. Car dans le projet unitaire de la jeune nation italienne, la scolarisation apparaît comme le moyen par excellence de promouvoir l'idiome national, destiné à terme à prendre la place des dialectes et des langues régionales. Vers la fin du siècle, les recommandations à destination des instituteurs demandent explicitement d'éviter toute intrusion du dialecte en classe, l'éducation scolaire se démontrant nettement plus dialectophobe que dialectomane. Malgré la parenthèse de la réforme gentile de 1923, qui tenta d'attribuer à la langue maternelle des élèves un rôle de protagoniste dans l'apprentissage de l'italien, le fascisme démontra à son tour une très forte hostilité vis-à-vis des dialectes, qui perdura encore longtemps après-guerre avec l'arrivée aux commandes de la génération ayant grandi et été formée sous le ventennio fasciste. Grassi et al. 2003 sur 90-91. D'une certaine manière,
Le processus d'unification linguistique de l'Italie s'est pour ainsi dire accompli malgré l'inefficacité de l'école qui cherche à imposer un modèle de langue littéraire à une population majoritairement dialectophone. En 1962, au moment où l'obligation de scolarisation s'étend jusqu'à 14 ans, les maîtres avaient déjà depuis longtemps abandonné le dialecte avec les élèves, mêlant une attitude d'exclusion totale de l'idiome maternel de ceux-ci avec l'apostrophe. Imposizione in classe di un modello di italiano paludato e arcaico chiamato italiano scolastico. L'Oduca 2003/22-23. La version de l'institution scolaire vis-à-vis des usages langagiers de ses apprenants est d'ailleurs largement synthétisée par ces mots de Loporcaro, 2009/182. Nella messa in pratica degli indirizzi di cui abbiamo ripercorso la genesi, la scuola italiana per generazioni, più e prima c'è l'amore per una cultura condivisa, passione c'è animava I grandi artifici di questa vicenda, a cominciare da Manzoni, ha inculcato nel classi popolari la vergogna sociale e nei confronti di quella che per secoli era stata per la prima e unica lingua, il dialetto. La diffusion de l'italien reste toutefois un phénomène lent, à en croire les chiffres avancés par De Mauro, 2012/34-35. À la moitié des années 50, 64% de la population utilise encore exclusivement le dialecte face à 18% de locuteurs exclusifs de l'italien. Au tout début des années 80, Marcellesi, 2003/80-82, peut encore écrire que les milieux populaires des villes ainsi que le monde rural sont majoritairement dialectophones. Une pluralité de cultures à base régionale persiste, même si l'on pressent une tendance à substituer à l'ancienne hétérogénéité géographique une hétérogénéité entre groupes sociaux, les jeunes couches moyennes urbaines et les couches supérieures tendant d'ailleurs à lentement opérer le passage d'un bilinguisme italien-dialecte à un monolinguisme italien. Plus que l'action de l'école en tant que telle, c'est un ensemble de facteurs socio-économiques que Grassi et Al, 2003/28, ont listés qui déterminent le lent abandon de l'usage exclusif des dialectes. Émigration externe, qui ne concerne que des dialectophones exclusifs, contribuant ainsi à la diminution des forts taux d'analphabétisme attestés dans les zones rurales. Émigration interne, notamment du nord-est vers le centre-sud pour les œuvres de bonification opérées en particulier durant le fascisme, et du sud vers le nord lors de l'industrialisation du pays. Bureaucratie et services militaires. Radio à partir des années 20, cinéma et télévision à partir des années 50. Ce recul très progressif du dialecte ne signifie pas pour autant une italianisation uniforme sur le territoire. Au contraire, les anciennes pratiques langagières des populations disséminées tout au long de la péninsule laissent lentement place à des formes linguistiques mixtes qui s'insèrent entre les deux pôles de l'italien et des dialectes, et qui en se diffusant tendent à remplir les espaces communicatifs laissés libres par ces derniers. Grassi et Al 2003/31-32. 1.2.2. Dialecte, diatopie et continuum. Il ressort des faits que l'on vient de mentionner dans le paragraphe précédent qu'une description du panorama linguistique contemporain de la péninsule ne peut faire l'impasse sur deux aspects intrinsèquement liés. D'un côté sur la présence, outre les langues des minorités historiques reconnues par l'État, de l'ensemble des dialectes italo-romans encore largement utilisés dans le répertoire des Italiens, et de l'autre sur l'ouverture à la variation diatopique qui caractérise l'apostrophe italien parlé et qui résulte du contact avec ces mêmes dialectes. On a déjà évoqué le schéma de l'architecture de l'italien contemporain proposé par Berruto, 1987/20-24-29, prenant la forme d'un continuum pluridimensionnel dont le double noyau central est composé de deux variétés en coprésence, l'italiano standard ou littéraire, servant d'étalon pour la langue écrite, et l'italiano néo-standard correspondant aux formes régionales de l'italien cultivé oral. Dans cette représentation, la diatopie est considérée a priori omniprésente puisqu'elle forme la toile de fond de ce schéma. Cette vision, caractérisée par la coprésence de deux standards de référence, n'est d'ailleurs pas nouvelle. Outre le modèle de Sabatini 1985/175, qui base l'italien contemporain sur deux variétés nationales et opère une distinction entre italiano standard basé sur l'écrit et italiano deluso medio,
La plupart des schématisations de la langue italienne tournent précisément autour d'une telle dichotomie, ou une norme unifiée de L'. Écrit, hérité de la tradition littéraire, fait face à une norme orale polycentrique, basée sur des usages régionaux. Or, du côté de l'oralité, tous ces modèles admettent plus ou moins explicitement la présence des dialectes, encore forte aujourd'hui, et qui tentent à complexifier ultérieurement le répertoire du locuteur italien. Beruto, 2004/26, estime d'ailleurs qu'en ce début de XXIe siècle, environ un tiers des habitants de la péninsule restent en contact quotidien aussi bien avec l'italien qu'avec le dialecte dans le contexte familial. Si des différences entre les régions existent bien, la présence des dialectes s'étant davantage maintenue en Vénétie et quoique dans une moindre mesure, dans les régions méridionales et les îles, on constate à l'échelle nationale une réelle persistance des dialectes, qui toutefois tendent à subir l'influence de l'italien. Una larga parte della popolazione, il 49% negli anni 2000, dichiarace pur usando l'italiano, continua a usare uno dei dialetti italo-romanzi e del langue di minoranza, l'uso esclusivo si aggira intorno al 6%, e lo ha fatto e fa in maniera sempre più ricche di prestiti lessicali e strutturali dall'italiano, lasciando cadere forme più marcatamente divergenti e municipali. L'italianizzazione dei dialetti, già constatata a metà Novecento, si è intensificata, de Moreau 2012/36-37. Au début des années 90, Grassi 1993/279-281, avait observé que les différences entre l'italien et les dialectes ou langues régionales se situaient au niveau sémiologique, fonctionnel et textuel, tous exerçant des fonctions complémentaires et ne se superposant que très partiellement dans la communication verbale, car employés dans des situations avec des interlocuteurs et à des fins différents. Par conséquent, il n'était pas possible de réellement parler de convergence, puisque le contact passait seulement entre l'italien colloquial, ou populaire, et les niveaux les plus élevés des dialectes, ce contact contribuant principalement à multiplier les variétés des dialectes, mais aussi de l'italien lui-même, ibidem. 307. Cette distribution fonctionnelle a pourtant été plus récemment remise au moins partiellement en cause, y compris par Grassi lui-même, témoignant d'une évolution ultérieure du répertoire linguistique à disposition des Italiens, et dont témoigne le recul des dialectes attesté dans les enquêtes qui se succèdent depuis les années 80. Car si les variétés dialectales rentrent dans la compétence au moins passive d'une partie considérable de la population, Grassi et al. 2003/169, les contacts entre italien et dialecte provoquent bien à la fois une dialectisation de l'italien et une italianisation des dialectes, dans le cadre d'une dynamique toutefois asymétrique, l'italien devenant de plus en plus le code dominant, d'abord parce que le dialecte, code subalterne, est renvoyé à la sphère de L', informel et du familier, c'est-à-dire de la proximité, alors que l'italien permet désormais d'exprimer tous les registres, aussi bien du formel à l'informel et du distant au proche. Ensuite parce que les dialectes reçoivent beaucoup plus d'apports de l'italien que l'inverse, ibidem. 152. Ainsi trouve-t-on, entre les deux pôles du répertoire linguistique représentés respectivement par les dialectes et l'italien standard, des formes plus ou moins italianisées de dialectes et des italiens régionaux ayant subi l'influence des substrats dialectaux. La una part, infatti, i dialetti sembrano minacciati dalla diffusione dell'italiano in ambici d'uso sempre più estesi e spesso sovrapponibili a quelli tradizionalmente occupati dal dialetto, dalla mancata trasmissione familiare del codice locale, vissuto fino agli anni 70 come lingua inferiore e socialmente penalizzante dalla massiccia intrusione nel dialetto di termini presi a prestito dall'italiano. Dall'altra, invece rappresentano segnali di resistenza non passiva a alcuni domini d'uso, soprattutto solas diafasico, continuano a essere a tutto vantaggio del dialetto, in contesti familiari per esempio, l'atteggiamento della scuola pur con notevole difficoltà ne ha riconosciuto la dignità e in calce caso, addirittura l'utilità in funzione diglottica e infine l'apostrofe. Aumento dei fenomeni di contatto e di enunciazione mistilingue e prova di coesistenza pacifica dei due codici, Sini 2012/144. Ces énoncés mixtes sont attestés depuis longtemps dans les enquêtes, puisqu'au milieu des années 90, Sobrero 1992A,
observait déjà cette coprésence des codes le conduisant à envisager de façon pessimiste l'avenir du dialecte dans le Salento puis méridional, alors qu'au contraire, Beruto 1994/23 voyait dans ces manifestations de mélange ou d'alternance de codes la démonstration des apostrophes, un nouvel équilibre entre dialecte et italien. De manière plus nuancée, Tempesta 2008/110-111 a par la suite documenté dans les Pouilles non seulement la présence du dialecte, mais aussi celle de mélange et d'alternance codique. L'affaire Marsi dell'italiano non ha provocato la scomparsa del dialetto, c'è se ben ridotto, continua a desserre risorsa comunicativa importante, ha prodotto piuttosto una quantità significativa, per numero, per distribuzione e per varietà di usi di forme mixte. Il semble en fait que les formes mixtes se répandent davantage dans les énoncés, et que l'on assiste de la sorte, au niveau national, à un recul généralisé de l'usage exclusif du dialecte et à une continuelle augmentation de l'utilisation de l'italien, alors que l'usage alterné ou mixte des deux codes en famille ou entre amis semble s'être récemment stabilisé, ce qui ne permet pas en définitive de trancher sur l'avenir des dialectes, comme l'apostrophe, ont observé Trifoine et Picchiori 2008/24-25, à partir de données issues d'un recensement de 2006. L'utilisation des codes mixtes, mistilingues, a par ailleurs également été observée et attestée par de nombreuses études sur les pratiques langagières des enfants et des adolescents. Le recours au dialectalisme, utile pour permettre aux jeunes d'exprimer leur propre altérité par rapport aux adultes, avait déjà été signalé par Cortolazzo, 1995/585. Ce phénomène a depuis été plus amplement documenté. Dans les Pouilles Tempesta 2008, notamment en famille ou entre pairs Schéna 2008/289, dans la périphérie de l'agglomération romaine d'Achille et Halle, 2012/67, en Sicile dans les forums en ligne et les espaces virtuels de clavardage fréquentés par les jeunes et dont les formes de l'écrit calquent nombre des apostrophes. Usages oraux de la langue, Acola 2008/393, et plus largement sur la toile, dans la musique ou encore dans la publicité, uniquement italophone jusqu'à la fin des années 70, Cini 2012/147. D'une manière générale, on constate la presenza frequente di tratti locali spesso di matrice dialettale. La dove appunto, il dialetto diventa terreno dal quale attingere elementi di nuova identificazione e identità linguistica. Il fenomeno in questione trova un vistoso elemento di raffronto nella diffusione, non modesta, di gruppi musicali formati da giovani che, in diverse realtà geolinguistiche della penisola, cantano canzoni ricche di elementi dialettali quando non, talvolta, pienamente dialettali, Banfi 2010/168-169. Pourtant, il est permis de douter de cette revitalisation du dialecte à travers l'élaboration d'énoncés mistilingues lorsque l'on constate, comme le rapporte Loduca, 2003/59, un accroissement du nombre d'Italiens incapables de distinguer précisément, lors des interactions orales improvisées, la contraposition entre standard et dialecte, ceux-ci étant davantage perçus comme des variétés internes à un même continuum unitaire. En fait, on remarque que la regressione dialettale prepara il mutamento all'interno del dialetto. La dialettalità assume una certa riduzione. Le nuove varietà favoriscono le affinità con un dialetto sovralocal in minor contrasto con la lingua italiana. Simultaneamente, la lingua italiana assorbe elementi dialettali che fanno regredare lo standard. Tratti dialettali come il raddoppiamento sintatico, la maggiore accettabilità di voci dialettali preparano un nuovo atteggiamento normativo che riempie lo spazio di una varietà substandard. Essa si nutre della minor dialettalità e della standardizzazione. In questo senso il mutamento dialettale rappresenta un motore. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.